Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Voilà, on a tous le punch sur le plateau et notre mission, c'est de pouvoir vous contaminer aussi avec cette très bonne humeur. De l'autre côté, elle est là ce matin, Nadine Wafo et toute son équipe pour vous servir comme il se doit. Vous avez mille et une possibilités de pouvoir aussi être des nôtres, de pouvoir participer. Merci également à tous ceux qui nous sont toujours fidèles. Clin d'œil particulier à toute cette diaspora de notre genre, ceux qui nous écoutent, nous regardent dans l'arrière-pays, dans tous ces petits villages. Là, on a une très forte pensée pour vous ce matin. Vous êtes tellement nombreux à rester scotchés à ce programme, à ne pas hésiter à envoyer vos messages. C'est vrai, vous vous plaignez, vous nécessitez de m'envoyer des messages selon lesquels vous n'êtes pas lu sur le plateau. Eh bien, sachez simplement qu'on a à peu près 500, des fois 1000 messages et c'est pas du tout évident. Pamela Fomen fait le mieux qu'elle peut pour lire quelques-uns de ces messages, du moins pour évacuer au max tous ces écrits que vous nous envoyez. Eh bien, sachez que nous sommes tellement heureux de vous avoir. Même si on ne vous lit pas, on vous porte dans nos cœurs, raison pour laquelle on est toujours fidèle, on est toujours là, on est toujours à l'heure. Et on a toujours tellement de très bonnes choses à partager avec vous. On discute autour des sujets d'actualité. Vous savez, notre mission ensemble, c'est de pouvoir reconstruire ou du moins participer à l'amélioration de la société dans laquelle nous sommes. Et ce métier, on le fait à cœur joie, juste pour votre bonheur. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Tu veux dire quelque chose à Pamela ce matin? Je ne sais pas qui a fait les mines, je ne comprends pas. Comment on dirait qu'il y a Pamela? Pamela. Et vous me faites des mines? Non, ça va. Pour aujourd'hui, vraiment, je l'excuse. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour Dominique Audrey, bonjour bonjour Chalamel, bonjour également à nos téléspectateurs. Oui. Il faut dire aux téléspectateurs qu'il y a une nouvelle forme de, je ne sais pas si on doit dire agression ou bien façon escroquerie. Voilà, escroquerie. Quelqu'un vous dit, j'ai la petite monnaie, j'ai les petites coupures. Si tu as 5000, je te donne la petite monnaie. Comme on est tous friands de monnaie, j'ai une nièce qui l'a vécu et au moment où elle dit au mototaximan, le billet, s'il y a un problème, il faut changer ça. Il lui dit, ok, comme tu ne veux pas, prends ton billet, tu me rends ma monnaie et on lui a rendu un faux billet de 5000 francs. Donc faites très attention quand on veut vous faire la monnaie dans la rue aujourd'hui. Ou alors faites comme moi, quand vous voulez la monnaie, allez acheter quelque chose qui va vous servir à la maison. Même si vous avez déjà le savoir à la maison, achetez ça ne va rien vous enlever. Au lieu d'aller vous dire que faites-moi la monnaie, on vous met des faux billets dans les vrais billets. Allez dans une boutique, dans un supermarché, achetez du détergent, achetez du savon, achetez des serviettes hygiéniques, achetez tout et n'importe quoi. Oui, oui. Et ça vous fait de la monnaie et puis vous rentrez et puis voilà, vous êtes sauvé et tiré d'affaires au lieu de vous embarquer dans des choses tellement incertaines. Voilà. On peut y aller avec l'histoire de ce jour qui... Alors, on va à Yaoundé. Moi, c'est Giresse. Je suis en relation avec une fille, elle s'appelle Nadine. Oui. Je suis avec Nadine. On a 7 ans de vie commune déjà. Giresse et Nadine. Oui, Giresse et Nadine. Nous avons un enfant de 7 ans, une fille. Nadine est orpheline de père et de mère. Moi, je suis orphelin uniquement de père. J'ai rencontré Nadine alors qu'elle avait 18 ans. N'ayant plus de possibilité de poursuivre ses études, je lui ai fait faire une formation de 3 ans en hôtellerie hors de la ville à mes propres frais. Dieu merci, elle a bien fini par trouver un boulot et depuis lors, nous vivons ensemble. À 1 an de sa formation, elle est tombée enceinte et elle a accouché chez ma mère. Elle a laissé l'enfant à ma mère et elle est retournée à l'école jusqu'à ce qu'elle termine sa formation. Nous avons traversé des périodes de turbulence, elle et moi. On a eu des confrontations, sa famille et la mienne, comme tout autre couple, du fait qu'elle soit allée accoucher chez ma mère et qu'elle ait laissé l'enfant là-bas pour retourner à l'école. Mais tout est revenu dans l'ordre et nous vivons tranquillement. Voilà que depuis octobre 2022, nous avons décidé de officialiser notre union. Ma famille et moi avons rencontré sa famille pour les modalités de la dot et tout s'est bien passé. La dot et le mariage sont prévus dans 1 mois. Le problème est au niveau du régime matrimonial. N'ayant pas préparé ma fiancée avant, nous nous sommes rendus à la mairie pour les formalités. J'ai rempli la fiche et j'ai choisi le régime polygamie. Elle n'était pas d'accord, genre je ne lui ai pas dit, elle s'est fâchée. J'ai dû arrêter la procédure et nous sommes rentrés à la maison, question de trouver un terrain d'entente entre elle et moi. Ma fiancée étant catégorique sur son choix, genre pour rien au monde, elle ne signera le régime de la polygamie.
qu'elle a de très mauvais souvenirs par rapport et qu'elle n'aimerait en aucun cas me partager d'une manière officielle avec une autre. Et d'ailleurs, elle sort d'une famille chrétienne et donc elle préfère partir si jamais c'est la polygamie. Et elle m'a demandé tout de même pourquoi je préfère ce régime. Je lui ai dit que mon père avait lui aussi fait ce régime de la polygamie de son vivant, mais n'avait jamais pris une deuxième femme. Bref, après une longue causerie, elle et moi, on a fini par choisir le régime de la monogamie. Mais ma famille n'est pas du même avis que moi. Et ma famille m'impose la polygamie, que si ce n'est pas le cas, elle ne m'accompagnera pas et que je devrais annuler le mariage et me séparer de la fille, s'il le faut, car si je signe ce régime, elle montera sur ma tête et celle de ma famille. Mes sœurs, ma mère, se sont plaints de son comportement, de son caractère, genre qu'elle n'est pas sociable, qu'elle est méprisante. Bref, je viens d'une famille de 7 enfants et je suis le seul garçon. Mon papa est décédé, mes sœurs et ma mère s'opposent tout en disant que c'est elle qui me commande et voilà que j'arrive pas à être ferme sur ma décision et donc que je dois la laisser partir. Nous sommes à 1 mois, jour pour jour de l'événement qu'on prépare depuis 8 mois déjà. Je suis dépassée par cette situation. Devrais-je laisser ma fiancée partir, briser mon foyer, faire plaisir à ma mère et à mes sœurs? Je vous écris depuis la ville de Yaoundé. J'ai besoin d'aide. On a 1 mois de mon mariage. Vous préférez qu'on commence par vous? Non, pourquoi pas moi? Oui, vous étiez en contact avec la personne, vous avez longuement échangé. Je ne sais pas Bien pourquoi sûr. Charles Amel fait sa tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Il va expliquer que ce n'est pas une histoire. Charles Amel. Toujours. Je dois faire plaisir à ma mère, faire plaisir à ma femme. Je dois faire. C'est quoi le problème? Vraiment, c'est quoi le problème là? Je veux faire Plaisir à ma mère, à qui? Qui est l'homme dans ce foyer? lui. C'est l'homme qui est l'homme dans ce foyer. C'est l'homme qui porte le pantalon dans ce foyer. Ils se connaissent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Par erreur, il a validé polygamie. La fille, c'est lui-même déjà, même, il est comment dans sa tête? Tu vas à la mairie. C'est à la mairie que tu entends quelqu'un de tu causes vite polygamie. Lui-même n'est pas sérieux. Lui-même n'est pas sérieux. Lui-même est un bandit. C'est à la mairie. Il n'a pas causé avec la fille. C'est quand on demande que quel est le régime, il court vite, il coche polygamie. Il surprend la fille. Moi, je suis derrière la fille. C'est normal, vous ne pouvez pas me surprendre. Ça veut dire que c'est depuis Qu'il a nourri ça. Qu'il va être polygame, mais il cache, te dit à la fille. Donc il est faux depuis le début dans cette histoire, qui ne pose pas le problème. Il a donc fini par la suivre. Il a fini par dire. Il a dit, ok, il n'a pas D'accord. fini. Je ferai ce que ma copine demande. Jean-Paul Sartre, quand il parlait de la responsabilité, disait, celui qui vient vous poser une question en mettant 2 choix, a déjà fait son choix, il veut se rassurer que votre choix va épouser. Non, le sien. que votre choix. Bah, Vous n'avez pas vu là où quelqu'un vient vous poser la question, que voilà, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Vous dites que l'on fait comme ça, il dit que mais tu ne trouves pas que s'il avait fait comme ça, c'est lui qui veut vous convaincre. Alors que c'est lui qui pose le problème. Il n'y a pas de problème ici. Gars, valide ta polygamie. C'est tout. Il veut être polygame. Il ajoute après, et c'est méchant. C'est méchant de la part de certains hommes. Oh, mes soeurs ne me supportent pas. Oh, mes soeurs la trouvent méprisante. Oh, ma famille. Toi, tu la trouves comment? Vous voyez, c'est quelqu'un qui se cache toujours derrière les autres pour accuser. J'ai envie de vous embrasser. Hein, non, nous les Bantous, on est toujours... Objectif. Non, il est objectif. Je suis objectif. Il se cache derrière sa mère. Mes soeurs la trouvent méprisante. Mes soeurs la trouvent ceci. Non, on trouve qu'elle... Donc, ils ont raison. Vous voyez, il ne donne pas son avis dans l'histoire, mais il donne l'avis des membres de sa famille. Voilà pourquoi j'ai fiasqué. Pardonnez-moi, c'est son histoire. Mais dès longtemps, il devait poser ses problèmes. Dominique Audrey, quand vous finissez d'écouter Charles Amel, qu'est-ce que vous dites? Bah, buvez de l'eau. Moi, vous avez mal fait de l'écouter? Mal fait d'écouter qui? Non. Qui signe polygamie? Non. Il va signer la polygamie là avec qui? Puisque la fille a dit non. La fille a dit non, mon ami, je ne fais pas la polygamie. Donc,
il a fini par dire ok, faisons donc la monogamie, et maintenant c'est la famille qui fait le chantage. Moi je dirais au jeune homme, ce mariage c'est vous qui allez le vivre. Si vous entamez un mariage avec une femme qui a fini par accepter de signer la polygamie avec vous, pourtant dans le fond elle n'est pas d'accord, vous allez tout vivre sauf un mariage, parce qu'elle sera simplement une figurante. Elle ne sera pas dans ce mariage. Pareil pour lui, parce que s'il finit par accepter le choix de la fille, il finira par subir ce mariage aussi. Non, sauf qu'il a dit... Et avoir sa famille à dos. Sauf qu'il a dit que moi, cette polygamie, je la fais simplement parce que mon père a fait la polygamie et jamais il n'a pris de deuxième femme. Donc ça veut dire que profondément, il n'a pas de raison. Son père ne lui a pas dit sur son lit de mort, comme je ne suis pas là, comme tu es le seul garçon, sois polygame. Son père n'a rien dit de tel. Il a choisi simplement de suivre les pas de son père, entre guillemets. Vous n'êtes pas prêt à vous marier. Le régime matrimonial ne se choisit pas à un mois de l'événement. Vous ne pouvez pas passer 7 ans avec une femme et jamais vous n'avez pensé à vous projeter dans le mariage. Et dans ces projections-là, vous n'avez pas évoqué la question du régime ou bien du statut des biens, communauté ou séparation des biens. Ce sont des questions par lesquelles on commence. Je me mets avec Charles Armel. Sa position, c'est laquelle? Il va dire qu'il fait la polygamie, ok, avec les biens communs. Moi, je lui dis, si tu fais ta polygamie, on fait des biens séparés. Par exemple, on doit pouvoir discuter longuement sur la question, consulter certaines personnes dont vous ne l'avez pas fait. Ça signifie que vous n'êtes pas encore prêt pour ce mariage et votre famille qui vous met la pression, c'est pas cette famille qui va vivre le mariage. Que les familles arrêtent ça. Que les familles arrêtent cette sorcellerie. Non, que les familles arrêtent ça. Non. Moi, je crois que c'est... En tout cas, perso, j'ai horreur des hommes indécis. Et là, on a fait un homme qui est indécis. Voilà. Parce que sa famille le manipule. Non. Oh, si tu fais ça, on ne vient pas à ton mariage. On a affaire à un homme indécis. C'est la base. Non, c'est la base dans toute chose, Dominique Audrey, si vous permettez pour vous relancer. Oui, allez-y. Il est indécis. Il n'y a pas 3 qualificatifs pour lui. Oui. Et ce n'est pas bon, surtout lorsqu'on veut entamer un long voyage comme celui-là, le mariage. Oui. Il a du mal à s'assumer. Quand je parle d'homme avec il faut faire des choix et assumer ses choix. Jusqu'au bout. Il ne veut pas assumer ses choix. Ma famille la traite de méprisante. Ma famille la traite d'arrogante. Ma famille la traite de ceci. Oui. Mais il ne dit pas, je reconnais avoir lessivé cette fille. Une fille qui fait 7 ans avec vous, vous imaginez dans quel état elle était avant et dans quel état elle est aujourd'hui? Oui. Si vous faites avant et après, elle est comment aujourd'hui? 7 ans après. Il ne parle pas de lui, de sa relation, de ce qu'il vit. S'il disait la fille vraiment n'est pas correcte, elle rentre très tard, son téléphone sonne à tout bout de champ, je la soupçonne d'infidélité, ben là on aurait un peu essayé de recadrer. Mais là il ne parle pas. Il met sa famille d'un côté, il met la fille de l'autre côté, il dit bon ok, le Zénith, dites-moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, le Zénith? Laissez la fille d'autrui tranquille. Laissez l'enfant à autrui tranquille. Ou alors imposez-lui votre polygamie, ou alors acceptez de l'épouser sous le régime de la monogamie et demandez à vos parents, à vos familles, à vos soeurs, à vos tantes et oncles et machins et tout ça, de rester à leur place. Parce que oui, on a besoin de vos conseils, mais après, ce n'est pas vous qui vivez ce mariage. Vous n'avez pas imposé à votre enfant de signer un régime. Les hommes qui font la monogamie n'ont pas forcément des femmes qui leur montent sur la tête. Vous n'allez pas dire à votre fils, si tu l'épouses sous la monogamie, elle va monter sur la tête. Je m'en tiens à ça. La famille de ces garçons, vous l'avez vu où? Nulle part. Au moment où il a Nulle part. Parce qu'il n'a jamais dit, il n'a pas dit, ma famille a eu à parler avec la fille entre-temps et elle était préparée de ce que... Mais il a dit, ma famille dit ceci, que si je fais la monogamie, cette femme va monter sur ma tête et sur ma famille. Donc je m'en tiens simplement à ça. Isabelle Carole vous a dit qu'il est indécis. Oui. Vous dites, les familles là, vous voyez la famille où là? Là où il a dit, Charles, mais je parle français. Non. Là où il a dit, ma famille a dit que pour si je fais la monogamie... Pour te chasser de la maison, je viens te dire que mes frères ne te veulent pas. Oui, je te dis que mes frères ne te veulent pas. Non, oui, voilà, mais c'est ça. Mes frères ne te veulent pas. Vraiment, depuis notre relation, mes frères ne te veulent pas. Vous validez? Vous validez? Vous êtes naïf. Naïf comment? C'est la personne la mieux indiquée pour me donner l'état d'esprit de la personne déjà en face. Vous n'avez pas vécu l'animosité de ces frères-là qui veulent vous chasser. Voilà, vous n'avez pas vécu. Non, je crois que... Si vous avez dit que sa mère, son frère, ses soeurs, ont dit à la fille que... Écoute. Là où tu vois Christophe ou c'est la polygamie. Est-ce que c'est à la famille de se prononcer là? Parfois, il peut entretenir la fille.
Bon? Oui. Même à la mairie, parfois vous faites maman, on dit les deux chefs de famille. Les deux chefs de famille se concertent, on appelle la fleur de madame, c'est polygamie, va signer. Oui. À la mairie, va signer. Oui, je vous dis oui. On a eu un cas d'un vice-recteur de l'université de Douala il y a 2 ans. Vous avez le cas où le chef de famille de la fille dit monsieur, jamais. Le sultan est venu, il a je m'oppose, asseyons-nous. Vous venez la semaine prochaine, je vous rends ce que vous avez donné. Terminé. Oui. Donc ici, on est indexé par la famille. La famille, vous ne la voyez pas. Ils ne sont pas prêts. Qui n'est pas prêt? Ils ne sont pas prêts. Qui n'est pas prêt? Pour ce mariage, ils ne sont pas prêts. Qui n'est pas prêt à se marier, le garçon? Les deux. Donc, une fille fait 7 ans avec un gars, et vous dites qu'elle n'est pas prête à se marier. Oui, après 10 ans. Qui repousse? C'est vrai qu'ils ont payé les frais, peut-être c'est 25 000 ou 50 000 pour la publication des banques, mais déjà, repousser l'événement tant que vous n'êtes pas sûr de votre choix. La personne qui se marie, c'est le garçon et la fille. Donc je continue de dire que je m'en tiens. Avec des familles, Dominique Audrey. Avec des familles, le dire comme ça. Le dire comme ça, c'est compliqué, Dominique Audrey. Excusez-moi, la personne qui signe sur l'acte de mariage, c'est une famille. C'est 4 personnes qui signent. Vous m'étouffez. C'est 4 personnes qui signent. C'est 4 personnes qui signent. Je dis ceci, Chalamel. Oui. Bombok, c'est mon père, je dois me marier à Chalamel. Oui. Bombok, mon père veut la polygamie, Oyengele veut la monogamie, ou bien le père, je ne sais pas comment c'est mélangé là-bas. La personne qui signe, c'est moi. C'est moi qui vais sentir ça dans mon corps. Mais vous allez vous en... Je suis d'accord, mais la personne qui vit la situation et le mariage et tout ça, c'est d'abord la femme. Jamais. C'est pour ça qu'elle dit non. Du tout, même pas. Même pas, non. Anyway, ce que je dis, je reste dessus. Et c'est là que vous donnez l'impression aux gens que le mariage c'est 2 personnes. C'est pas moi qui donne l'impression. C'est ce que vous, c'est la politique de ce que vous faites. Si c'est que le mariage n'était pas 2 personnes, comme le cas d'aujourd'hui le présente, la femme n'aurait pas eu de problème à signer. Non. Elle se serait contentée de dire ok, la famille de mon gars veut. Elle-même, elle a des reproches qu'on devrait formuler parce qu'elle ne s'est pas intégrée dans cette famille. Voilà. Oui. Vous avez parlé de 7 ans de relation. Oui. En 7 ans de relation. Mais vous devez déjà savoir ce que pense cette famille par rapport à vous, par rapport à votre avenir, par rapport à la structure de votre vie. Ce n'est pas le jour du mariage qu'on va tout décider. Vous dites quoi, Isabelle Carole? Soit c'est le monsieur qui est indécis, soit c'est la fille qui est... On a un homme indécis et une fille qui ne s'est pas intégrée. Vous mesurez l'intégration de la fille comment, Isabelle Carole? Comment? Cette année, Dominique Audrey, dans une famille. Monsieur, simplement repousser la date de ce mariage parce que vous n'êtes pas prêt et donner clairement votre position à vos parents et à vos sœurs, puisque vous dites que ce sont votre mère et vos sœurs qui disent qu'elles veulent la polygamie. Donc, si vous n'êtes pas pour la polygamie, mentionnez-le à vos parents, soyez un homme et assumez votre position clairement. Auquel cas, ne vous mariez pas. Pamela Fomen, je crois que ça continue de diviser cette question polygamie, monogamie, polygamie, monogamie, monsieur polygamie, madame monogamie, mais il rassure quand même. Je t'épouse, mais je ne prendrai pas une autre. Et par la suite, il dit, ma famille ne veut pas que je signe monogamie. La fille dit, ou c'est monogamie, ou on laisse tomber. Bon, est-ce que la fille ne devrait pas prendre... Elle, si elle a déjà... Je veux aussi comprendre quelquefois. C'est-à-dire que vous êtes allé gratuitement en mariage pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui entretenait la relation. Il n'y avait aucune luminosité, vraiment aucune borne. Vous avez même accouché. Vous avez même accouché l'enfant, vous avez donné clandestinement. Bon, aujourd'hui, monsieur décide, ok, d'accord, je te mets quand même sur le feu des projecteurs, on éclaire un peu la relation. C'est une faveur. Non, je veux dire qu'il décide de la concrétiser, d'officialiser. Non, mais attendez, elle a fait 7 ans avec le garçon, il n'a même pas fait un toqué-porte, il n'a pas doté la fille, il n'a pas épousé. Le monsieur est en train de vouloir faire une faveur à cette fille. Il est en train de vouloir marquer un pas dans la relation. Sceller l'union. Oui. Mais ce n'est pas une faveur. Rien ne l'oblige à épouser cette fille. Je ne parle pas de faveur. Est-ce qu'elle devrait encore poser ce genre de questions? Bien sûr. Pourquoi ne pas poser? Pourquoi ne pas... Si elle ne veut pas le régime monogame, pourquoi elle ne doit pas refuser? Elle a tous ses droits de refuser. Sinon, elle assume. Elle a tous ses droits. Et je pense que même à la mairie, lorsqu'on demande, je pense que la femme est généralement au courant. Ce n'est pas une surprise à la mairie. Lorsqu'on demande le régime matrimonial, si c'est l'homme qui dit monogamie ou bien la femme qui dit... La femme au courant, je vais dire l'un des deux est au courant. Ce n'est pas une surprise. L'homme veut juste prendre sa famille, mettre en avant
en disant que non, c'est ma famille. L'homme d'abord, lui-même personnellement, s'il nous regarde, il veut signer polygamie. Qu'il laisse que sa mère ne veut pas la fille. Non, il a déjà dit, lui, il a dit au départ. Je veux signer polygamie. Mais bon, ma femme a refusé. J'ai changé d'avis. Je voulais signer polygamie. Ma fiancée a refusé. Lui, il j'ai changé d'avis. Mais devant sa femme, il n'est pas en train d'assumer son avis. Il est en train de dire à sa femme que ma famille ne t'aime pas parce que. Pourtant, au fond de lui, il ne veut pas signer monogamie. Il ne veut pas faire plaisir à sa femme. Après, il faut se rappeler que il ne va pas épouser ses soeurs ou sa mère ou ses frères. Devant la femme, il a dit ok, on va faire la monogamie. Maintenant, quand il revient voir sa mère et il dit à sa mère qu'on a décidé de faire monogamie, sa mère, il dit que sa mère dit non. Maintenant, qui se ce décide sont ses alors parents, les problèmes. Il fait comment? C'est pour ça que je dis est-ce qu'il va épouser la jeune fille ne s'est pas appropriée de cette famille. Sinon, elle a toujours été à l'écart. Sinon, il devait signer quoi? Sinon, c'est pas une question qui devait être d'actualité à présent. Il y a des familles qui sont très difficiles à vivre. Même si vous prenez la famille comme ça avec les deux, mais il y a des familles qui sont très difficiles. Le nom ne change pas même après 10 années de relation. Oui. Il y a des familles qui sont difficiles, il faut avouer. Il y a des familles comme ça. Même si vous faites combien d'enfants? Qu'est-ce qu'elle fait la jeune fille, Pamela? Ce que la jeune fille doit faire, pour moi, je pense qu'elle doit discuter avec son mari. Son mari, dans cette relation, c'est lui qui a le dernier mot. Soit il suit sa famille. Ce n'est pas son mari. Son futur mari vivait déjà ensemble. On nous a dit 6 mois dans une relation, tu peux considérer comme ton mari. Le mari doit se décider dans cette relation. Ce n'est pas à la femme. La femme a donné son avis. Je veux monogamie. Le mari, lui, veut polygamie. S'il parvient à convaincre sa famille de ce qu'il va suivre sa femme, bon, qu'est-ce qu'il fait? Bon, au mari, vous dites quoi? Qui convainc sa famille de signer monogamie. Parce qu'il aime sa femme, pas parce qu'il fait plaisir à sa femme. Parce qu'il aime sa femme. Vous voyez jusqu'où le raisonnement nous amène encore dans l'absurdité. Quelle absurdité finalement? Et là, je vous rejoins. Il ne demande pas à la femme de mieux s'intégrer dans la famille, mais il demande à convaincre sa femme. Parce qu'il va épouser sa femme. Il va épouser sa femme. C'est la femme d'une famille et non sa femme. Et lorsqu'il a discuté avec sa famille, il est d'accord qu'il peut signer monogamie. Donc ça veut dire qu'avec sa famille, il n'y a plus de débat. C'est maintenant avec sa famille. Il va falloir qu'il se... Il est entre le marteau et l'enclume. Votre belle famille peut se lever un matin. On vient chez vous, on vous enlève. Vous allez faire 3 ans dans un champ. À Bafang. Je dis à Bafang, banque à n'importe où. On vous amène. Votre mari ne dit rien. Mais pourquoi votre famille vous prenne pour 2 heures? Elle doit demander la permission. On est d'accord. Alors si on est d'accord, qui doit s'intégrer dans cette famille? La femme doit s'intégrer. Alors pourquoi vous changez le débat ici sur le plateau? Est-ce que le problème, c'est pas l'intégration? C'est l'intégration qui ne va pas se poser aujourd'hui. C'est que le problème ne va pas... En 7 ans, vous savez qu'il a d'une famille polygamique. 7 ans. 7 ans, son père est polygame. 7 ans, ses frères qui vont en mariage sont polygamie. Donc, 7 ans, est-ce que vous avez fréquenté sa mère? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Puisqu'elle allait accoucher là-bas, elle a laissé son enfant. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous ne pouvez pas dire qu'elle ne s'est pas intégrée alors qu'elle allait accoucher là-bas. Mais Dominique, contraire de vous et moi, on est des femmes. Vous pouvez m'habiter 10 ans avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas avec cette personne. Ça veut dire que la personne n'est pas avec. Ça veut dire que la belle famille est fausse. C'est tout. La belle famille est fausse. Ah, d'accord. Donc c'est la belle famille de faire découverte. Ah, la belle famille est fausse. On aura donc pas clair avec la jeune fille. Oh, mais non, je crois qu'il y a encore. Non, mais changer de place. Non, c'est pas que ça. Ça dit que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes à sauver encore. Parce que si on est encore dans l'optique. Non, je veux simplement comprendre. L'histoire est claire. Cette fille ne s'est pas intégrée. Elle est venue pour sa formation en hôtellerie. Elle a attrapé une grossesse. Elle a laissé son enfant chez la belle-mère. Sa famille s'est fâchée. Ils ont arrangé. Elle dit même, elle a laissé son enfant chez sa belle-mère. Elle est revenue. Donc regardez jusqu'où on l'a accepté. Donc, elle est revenue à l'école. Ce n'est pas la grand-mère de l'enfant. Non. Non, il faut un peu d'humilité dans ce qu'on fait et être un peu humain. Vous ne pouvez pas dire à une belle-mère qui prend votre enfant, vous l'abandonnez un bébé parce que vous voulez continuer. Ça veut dire qu'elle a accepté. Elle vous a même tout donné. Non, mais franchement, il y a même des mamans qui refusent de prendre leur petit-fils et de l'élever. Vous savez pas ça? Ça veut dire mais faut dire une belle-mère prend ton bébé, te dit ma fille, va à l'école, va poursuivre tes études, va pour ça. Non, mais vous voulez qu'elle vous aime de quelle façon? Elle n'a pas de problème avec sa belle-maman. Donc, comme la grand-mère a pris l'enfant, elle est obligée d'accepter la polygamie. C'est ce que ça veut dire que la belle-mère lui a tout donné. Elle est obligée. Rien ne vous oblige, maman. Le problème ici, c'est l'indécision de l'homme. Il n'est pas un bon bantou, il jongle. Non, on jongle pas. Mon fils va signer polygamie. Signe polygamie, il ne faut pas arranger. Et elle ne dit pas, ma femme est allée voir ma mère pour essayer d'en parler avec elle. Il ne le dit pas. Mais oui, une femme qui prend votre bébé, qui l'encadre. Vous partez, moi dit maman, vraiment moi je veux que
ici une polygamie, monogamie et tout. Vous en parlez. Peut-être la belle-mère peut vous donner des arguments qui vont vous convaincre. Peut-être vous pouvez arriver à la convaincre. Mais au moins, vous allez alors arriver à que une celui solution. avec qui vous dormez n'a pas réussi à Non, vous mais laissez tomber. Celui avec qui vous dormez et celle Il qui n'a prend pas votre réussi à vous enfant. convaincre. Celle qui prend votre enfant qui Ça ne dort pas. commence d'abord avec le partenaire avant de se terminer chez la famille. Isabelle Carole. On va toujours aller à l'envers. Vraiment, les personnes. Mais pendant la dot, vous ne parlez pas, non. Pendant la dot, les deux prétendants Vous ne parlent pouvez pas. même voir que la fille là a littéralement abandonné cet enfant et vivait avec le gars. Franchement. Oui. Oui, mais Charles Amel, c'est cela. Les gens privilégient les relations conjugales au lieu de privilégier les relations familiales. Oui. Qu'elle a abandonné, que c'est partant de ce postulat. Qu'on a dit, faites attention. Mariage. Non. La mère voit ce que les enfants ne voient pas. Elle peut se tromper. Ah bon? Oui. Vous faites Une votre fille qui bébé. va abandonner Elle peut l'enfant. se tromper. Vous Pourquoi vous parlez laissez ça d'abandon? aux belles-mères. Ils se sont entendus. Vous la méprisez Oui. par la suite. Le mari Non, qui non, elle va n'a pas déposer l'enfant méprisé, chez la non, mère. Elle n'a pas méprisé Pourquoi vous pensez la qu'elle mère. a abandonné Qu'est-ce que la l'enfant? famille a dit? Relisez ce que le gars a dit. Donc finalement, vous attestez qu'elle a méprisé sa Je belle n'atteste famille. pas, je Finalement, dis- vous dites je dis quoi? ce que On a le du mal homme à a vous dit. suivre. On a Qu'est-ce du qu'il mal à dit? vous Peut-être elle avait voulu récupérer l'enfant, la belle famille a refusé. Nulle part on a mentionné ça. Peut-être, on sait Les deux jamais. sont allés de commun accord On a parce donc- qu'elle voulait suivre une On formation. n'a donc pas Voilà. mentionné l'abandon non plus. On n'a pas Elle voulait suivre. exactement. Non, ça veut dire que la belle-mère a accepté. C'est ce que je veux qu'on Qu'elle retienne. accepte aussi la monogamie. Dominique Audrey, lorsque vous voulez vous marier, Oui. il y a ce qu'on appelle dans votre jargon la période de probation. Cette période de probation, d'acceptation, ce que vous voulez, c'est cette période où vous allez discuter. Maman, comme j'entre chez vous là, les belles filles font Comment? En 7 ans? Maman, comme j'entre chez vous, quel sera mon rôle? Quelle est la position du gars? On dit, hey, tous les autres peuvent signer monogamie, sauf lui. Il devra signer polygamie comme son père. Mais ma, comme vous, dans votre relation, j'ai vu comment tu as souffert avec le père. Il m'a raconté un peu vos histoires. Tu veux que j'aille vivre ça aussi dans le mariage? Elle commence la négociation. C'est cette période. Voilà. Elle ne discute pas avec les belles soeurs, c'est avec la mère. Oh, il n'y a pas eu ça. Et Isabelle Caron vous le dit, il n'y a pas eu ça. Cette fille est une par-la-para. 7 ans quelque part. Par-la-para. Oui. Elle privilégie les relations conjugales. Regardez jusqu'où le gars a caché familiales. l'information. Oui. Caché l'information. Un mois du mariage. Non, c'est le jour du mariage que le gars dit polygamie. Il est mesquin. Il surprend la fille. C'est le gars qui n'est pas bien. Il n'est pas bien, mais qu'est-ce que c'est une polygamie? Et imaginez-vous, pire, je prends encore un témoin Isabelle Caron. Elle n'a personne dans sa belle famille qui ne souffre que comme on parle, il va signer polygamie. Personne dans sa belle famille. Non, ils sont encore à l'étape des formulaires. Zéro. J'ai dit, elle n'a Oui, personne lui a dit personne. que comme tu vois là, on ira, le mariage ça va se faire Ouais. sous tel régime. Dans ta belle famille, tu n'as personne. Et tu y es pendant 7 Yo, ans. dans ta belle famille, tu n'as personne. Depuis 7 ans. C'est vraiment difficile, hein, vraiment, que ce soit pour le jeune homme, que ce soit pour la femme. Je crois qu'il y a encore un mois, essayez de pouvoir dialoguer, de vous ils vont entendre seulement repousser. et d'aller à la mairie. C'est pas Et c'est automatique. la belle de famille qui va repousser. t'informer sur ton régime. J'ai dit que. La colère. Ah. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon constant des Camerounais de la diaspora en situation de danger par le gouvernement camerounais. On parle du Burkina Faso, le Mali, la Tunisie, le Soudan, la Russie, l'Ukraine, le Koweït, le Liban, le Maroc. Comment comprendre ce qui arrive aux citoyens camerounais installés de part et d'autre de la planète? Chaque jour, une nouvelle crise. Chaque jour, un nouveau problème. Chaque jour, une nouvelle façon de voir, de comprendre, et j'en passe. Comment comprendre cette façon de réagir en retard? Comment comprendre cette façon d'agir sous la pression? Comment comprendre cet abandon constant des citoyens par le gouvernement camerounais au moment où les urgences se font sentir? L'actualité de ces jours nous renseigne à suffisance que face aux multiples crises dans le monde, chaque pays
s'arrangent à entretenir un contact assez particulier avec leurs ressortissants. Des mécanismes sont mis en place pour faciliter la sécurisation, l'évacuation des citoyens de ces différents pays. Nous avons le sentiment que le peuple camerounais est abandonné à son triste sort. Comment comprendre que face à ces différentes situations, les responsables, le gouvernement camerounais, ne prennent jamais la peine de répondre aux sollicitations des familles et cris des personnes en danger? J'indexe ici le ministère des Relations extérieures, le ministère de la Communication. Savez-vous que ce problème de prise en charge des Camerounais à l'étranger devient de plus en plus récurrent? Que ce soit en Chine, pendant la période de Covid-19, en Inde, en Russie, en Italie, il ne fait pas bon d'être Camerounais lorsque survient le danger à l'extérieur du pays. Malgré les agressions sauvages, saccages, expulsions, climat de panique, menaces, arrestations abusives, absence d'assistance juridique et violence physique, beaucoup se tournent vers leur ambassade dans l'espoir d'être rapatriés. Mais hélas, ils ne reçoivent que silence de la part de ceux censés les protéger. Que disent les étudiants camerounais? Comment comprendre qu'ils se retrouvent littéralement abandonnés? Pourtant, ce sont des boursiers qui devaient bénéficier. Vivement que les autorités puissent se pencher sur cette situation qui n'honore pas le Cameroun. Le Cameroun, il y a 5 ans, devait créer une ambassade. D'ailleurs, c'est un décret du chef de l'État. Une ambassade au Mali. Jusqu'à ce jour, silence, bouche cousue. Comment donc comprendre que des Camerounais, même s'ils n'ont pas eu l'aval du Cameroun, se trouvant en situation de danger, sont littéralement abandonnés? Il faut chaque fois que ce soit une clameur des Camerounais en interne qui pousse le gouvernement à se bouger. Pourtant, il y a des lignes. Regardez le cas de la France, le cas de l'Algérie, le cas des États-Unis. On dit la vie d'un Américain, un seul. Un seul Américain vaut celle de 1000 habitants sur Terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un principe américain. Pourquoi pas le Cameroun? On a vu au Mali, lorsque la situation s'est complexifiée en Tunisie, on a affrété un avion depuis le Mali pour aller chercher les compatriotes et le président au bas de la passerelle les a accueillis. Le Mali se développe avec une diaspora forte. Pourquoi au Cameroun? Cette diaspora qui peut nous rapporter plus, on la méprise, on la piétine. Question. Bonjour à toute la diaspora qui se retrouve énormément dans cette colère ce matin et qui ne bénéficient pas ou alors qui ne sont pas suffisamment soutenus, encouragés, appuyés, encadrés par qui de droit, notamment parlant de ces autorités-là. Dominique Audrey, on dira simplement que c'est une façon aussi pour ce gouvernement de dire vous y êtes allés, vous avez fait vos choix, assumez-les. Ils ne sont pas d'accord, bon débarras. Ou alors, vous êtes allés, on avait besoin de vous, vous nous avez pratiquement abandonnés, vous avez fait le choix de partir et aujourd'hui, vous revenez avec un autre son de cloche. Oui, on a l'impression que les personnes qui nous dirigent se disent, ce sont des gens en moins, des casse-têtes en moins, des brigands en moins, des mototaximans en moins, des chômeurs en moins. Donc, comme vous êtes allés là-bas, franchement, battez-vous et merci vraiment de nous coller la paix. Quand on écoute les différentes réclamations, les différentes plaintes, les différents cris, les sons d'alarme qu'émettent nos frères qui se retrouvent à l'étranger,
disons, à l'extérieur de notre contrée, on se pose la question de savoir que font les différents ambassadeurs en réalité. Parce que lorsque vous regardez les prérogatives qui encadrent la fonction d'ambassadeur et autres, vous lisez bien et clairement qu'ils sont censés veiller sur la sécurité des différents ressortissants du pays d'où est-ce qu'ils viennent. Mais on a regardé le conflit en Ukraine, on a observé le déroulement du conflit en Ukraine, bien qu'on a eu des sorties qui disaient le contraire. À côté, on avait des gens qui se plaignaient. On a observé comment ça s'est passé en Chine et le Nigeria a fait une démonstration assez forte avec son consul qui a estimé qu'on ne pouvait pas traiter les citoyens nigérians de cette façon. On se serait attendu à avoir le même sursaut, je ne sais pas si on devrait dire sursaut d'orgueil, sursaut de patriotisme, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais on se serait attendu à voir nos autorités se déployer de la même façon. Que vous alliez au Maroc, parlant des étudiants qui réclament généralement les bourses, vous voyez comment ils sont en train de dormir dans la rue. Vous voyez qu'ils ont de la peine à manger. Vous voyez énormément de choses. Donc malheureusement, on est contraint encore une fois de dire qu'on est dans une situation où chacun doit pouvoir se débrouiller. On se mange les uns et les autres pour pouvoir subir. On a l'impression qu'on est dans un désert géant où il n'y a personne pour diriger ni la circulation, ni assurer la sécurité, ni donner les soins, rien du tout. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes et je crois que c'est significatif pour que les autorités en charge de ces ressortissants-là aient suffisamment honte. Et j'espère que Charlemagne n'a pas oublié son projet d'avoir le cimetière de la honte. Je pouvais ne pas... Mais attendez un peu. Quand un Camerounais, une Camerounaise se retrouve sur la toile, elle réussit à s'échapper, elle vous dit, je me suis retrouvée dans cette maison, je me suis retrouvée à coucher avec des chiens, j'ai fait ceci, j'ai léché machin, j'ai fait ceci, et qu'elle vienne d'un pays et que les personnes de ce pays-là restent tranquilles, ou alors qu'on vous ramène en tas, comme du bétail, et après on vous donne les 35 000, 32 000, 65 000, et qu'on estime qu'on vous a donné le paradis. Franchement, il y a de quoi avoir. Pamela Fomen, est-ce qu'on ne dira pas, ce qui choque peut-être pour ceux qui nous dirigent, c'est d'écouter les montants colossaux qu'on avance. On vous dira, il y a tel qui a en aventure avec 5 millions, il y a tel qui a en aventure avec X millions. De se dire, on a tous besoin de développement, on a soif de cela. Et aussi, on peut commencer petit à petit, se frayer un chemin et avoir une très bonne situation ou du moins stabilité. On peut commencer par des petits projets, on peut commencer à faire dans la vente de je ne sais quoi qui pourra aboutir à autre chose. Je veux dire, à pouvoir se concentrer, à investir ici et non à investir ailleurs. Parce qu'une chose aussi est claire, oui, vous gagnez certes gros de l'autre côté, mais en termes de charge, j'allais dire, ça coûte cher. C'est énorme. Ils sont assisis aussi par des factures qui viennent de toutes parts. C'est-à-dire que vous êtes dans une société dans laquelle vous produisez, qui est rentable, mais d'une façon assez subtile, ils s'arrangent à ce que leurs fonds restent chez eux, du moins en grande majorité. Ben, l'autre côté, on se retrouve en train d'être simplement délaissé. Est-ce que ce n'est pas une raison? Je veux simplement comprendre, hein, c'est dans ce cheminement-là que je m'aventure, qui pousse ces derniers à dire, assumez, allez-y. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est mieux ailleurs que chez soi. Et puis on a des motivations qui viennent de l'autre côté. Parce qu'en réalité, celui qui veut partir, Isabelle Carole, même si vous lui montrez par A plus B que vous pouvez gagner votre vie au Cameroun, rassurez-vous, passez à côté. Parce que pour lui, il y a quelqu'un de l'autre côté qui est en train de le motiver. Hein, que comme tu es en train de venir, rassure-toi, j'ai déjà un job pour toi. Et puis si ça ne travaille pas beaucoup, même si ça travaille dur, tu peux avoir beaucoup d'argent et puis tu peux facilement t'en sortir. Tu peux revenir au Cameroun et puis ça marche plutôt bien pour toi. Et lorsque tu arrives, les réalités sont tout autre chose. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, des personnes qui pleurent, qui sont en larmes, disant vraiment, je suis fatiguée, tout ce qu'on m'a montré au Cameroun n'en est absolument rien, j'ai envie de retourner dans mon pays. Il y a des Camerounais qui vont dans certains pays où il n'y a pas d'ambassade.
ils viennent peut-être au compte de l'État. Ils arrivent, ils sont pas bien pris, ils n'ont pas ce qu'on leur a promis au Cameroun. Ils se retrouvent comme ça. On a vu des personnes, des Camerounais, qui se sont retrouvés même dans les ambassades en train de pleurer. Vraiment, j'ai envie de retourner dans mon pays. D'autres qui sont même partis parce qu'ils ont reçu une bourse. Ils arrivent là-bas, ça ne se passe pas vraiment comme c'était prévu et ils se retrouvent toujours là. Il y a toujours une raison pour laquelle les Camerounais y vont. Ça peut être sur le plan de l'éducation, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être même sur le plan, le plan familial, mais il y a toujours une raison et on ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir trouver mieux ailleurs. On ne peut pas empêcher quelqu'un de dire qu'il veut refaire sa vie, il voit d'autres horizons, il pense que là-bas ça serait mieux. On ne peut pas empêcher. Bien au contraire, on peut cadrer. C'est comme avec les enfants à la maison, l'enfant peut trébucher, l'enfant peut se tromper sur 2-3 points. C'est aux parents qui est le gouvernement de pouvoir ramener ses enfants. On a vu même dans d'autres pays où des Camerounais avec d'autres personnes de d'autres pays se sont retrouvés dans cette situation. Les abattards sont venus carrément retirer je vais dire comment, les habitants de leur pays, je vais dire ça comme ça, mais les Camerounais sont restés dans la même situation jusqu'à ce qu'on ramène le problème sur ce plateau et qu'on en parle, et puis les solutions ont été prises. Et regardez, même dans les conditions, on va vous dire que lorsqu'ils reviennent, on va leur donner la somme de 35 000, comme quoi ils doivent peut-être reprendre leur vie à main, et c'est une leçon, parce que même avec le montant que vous leur donnez, celui qui veut reprendre la route, ou bien celui qui veut retourner de l'autre côté, il va partir. Vraiment, il n'a même pas besoin. En réalité, quand vous venez le chercher, c'est pour lui donner encore l'occasion de mieux se préparer pour se relancer. Je réponds à la question d'Isabelle Carole. Le débat, c'est pourquoi le gouvernement abandonne. C'est Camerounais là-bas. C'est justement la raison pour laquelle je dis, est-ce que c'est parce qu'ils sont eux-mêmes de leur part déçus qu'ils vous abandonnent? Est-ce que parce qu'ils sont déçus, ils vous abandonnent? Ils ne peuvent pas être déçus parce qu'ils n'ont pas donné les conditions nécessaires pour que les jeunes... Ce sont ceux qui ont donné 5 millions pour voyager. Attendez un peu. Quand un jeune commence à une activité, une petite entreprise, regardez comment il est assailli par les taxes, et les contrôles, et les machins, et les ceci. Finalement, la personne se dit, au lieu d'investir mon argent ici, et je ne suis même pas sûre de pouvoir tourner, je préfère partir. Malheureusement, c'est ça. Si on veut retenir les jeunes ici, il faudrait qu'il y ait des conditions nécessaires pour que, avec mes 5 millions, au lieu que je prenne la route pour me retrouver je ne sais pas où, je vais rester ici. D'accord. Bon, Mengan, cet abandon aujourd'hui, on va dire, a d'énormes répercussions chez les Camerounais de la diaspora. Il y en a qui décèdent malheureusement, qui sont délaissés, qui se retrouvent dans la rue, qui ne savent même où aller, qui décident même quelquefois de se suicider, de mettre fin à leur jour. Oui. Parce qu'à un moment donné, ils sont tellement endettés ici, on a volé l'argent à la Réunion, on a escroqué tel ami, on a escroqué ici. C'est-à-dire que tu vas, parce que je te dis, non, je m'en vais, je ne peux plus rentrer. On a honte. Et vraiment, il n'y a plus moyen de faire chemin retour. De l'autre côté, on se dit, ok, d'accord, on sort quand même d'un pays qui a des représentations dans tous les pays, donc on devrait pouvoir ne pas rompre ce cordon ombilical, mais par contre, on assiste à un réel abandon. La diplomatie, la politique extérieure de notre pays, c'est un domaine exclusif du président de la République. Les ambassades ne font que sur instruction du président de la République. Et le président de la République se méfie des Camerounais qui sont à l'étranger. Pour la plupart, il est très d'opposants. Vous avez pu remarquer que, prenons même la High Society, ce qui était dans les institutions internationales. Je pense que le Monnaie Consort et tout, aujourd'hui, ils n'en sont plus beaucoup. Même les Vera Songwe, ils sont arrivés là-bas. C'est après avoir atteint un niveau qu'ils sont venus dire au président de la République, comme vous voyez là, je suis Camerounais. Même le boxeur là, comme on l'appelait, Nganou. Vous voyez, donc le président se méfie des étrangers, des Camerounais qui sont à l'étranger. C'est ça la principale raison. C'est la principale raison. D'où part cette méfiance? Qu'est-ce qui nourrit ça? Le président de la République fait partie des étudiants qui était à l'époque, on était pour ou contre la décolonisation. Lui, il était contre. Oui, non, il n'a jamais milité. Ça. Il a assisté une fois dans des réunions de l'UNEC. Il n'a même pas mis son nom sur la feuille de présence. Il était accompagné par un de ses oncles, aujourd'hui décédé. Et Inga. Abel Inga. Bien que ça le Inga par le nom de sa maman. Abel Inga et son oncle maternel. Donc, il n'a même pas, il était avec Toga Eli.
c'était des hommes, ils n'ont même pas signé. Donc, il dit que vos affaires là, revendication, non, il se méfie. En 68, c'est lui qui avait préparé le projet de loi qui parlait de code de nationalité. Il était secrétaire général du ministère de l'Éducation et président de la Commission nationale des bourses. Bon, il quitte de là pour être à la présidence de la République, où il a cumulé directeur du cabinet civil et secrétaire général de la présidence de la République. Il est le seul qui a cumulé les deux. Et à l'époque, beaucoup des Camerounais sont arrivés à une situation où il y en a qui ont terminé les études, veulent rentrer. Il dit non, il ne les accepte pas. Vous voyez comment ça devient ambigu. En réalité, même quand vous avez une double nationalité, vous n'avez pas, votre nationalité camerounaise n'est pas échouée. Il faudrait un décret du président de la République qui vous fait échouer la nationalité. Mais il ne prend pas le décret, mais vous laisse là. C'est que dans l'imagerie populaire, c'est que quand vous avez une double nationalité, vous ne pouvez plus être ici. Mais il jongle avec les deux. Il se méfie. Parce que le rayonnement des Camerounais à l'extérieur, c'est un problème pour lui. Ce qui fait que même ceux qui partent comme boursiers, il est obligé de les abandonner. Maintenant, vous prenez les gens des opérateurs économiques et vous dites que non, vous avez tous les moyens pour investir ici. Si vous avez préféré aller ailleurs, battez-vous là-bas. Ce qui arrive. Voilà son comportement. Donc, il faut comprendre ça pour le dénoncer, bien entendu, parce que vous voyez d'autres pays, même si c'est comment. Ils viennent quand même, ils regardent le Liban, dans les pays arabes et tout. Vous voyez, les autres se déploient en disant que maintenant, nos compatriotes sont, et on regarde. Mais là-bas, non. C'est lui qui est sûr. L'ambassadeur ne peut pas. C'est d'ailleurs, rappelez-vous, la première interview à la CTV. C'était quand j'ai vu faire un coup de tête. Il avait, par un coup de tête, enlevé le ministère des Relations extérieures. Bon, on l'appelait Affaires étrangères à l'époque, était Kimbumo. Parce que justement, Ete Mboumo avait pris l'engagement de voir, en ce temps avec la Bulgarie, comment on peut avoir des étudiants, les Camerounais qui y sont, et est-ce qu'on ne peut pas. Il avait oublié qu'il est le promotionnaire président de la République et qu'à l'Europe de l'Est à l'époque, beaucoup d'étudiants étaient pro-UPC. Ils étaient mais dis que même comment qui tu peux faire des choses comme ça. Tu oublies que ces gens-là nous combattaient à l'UNEX, c'est eux qui étaient. Donc il a têté, comme on dit. Donc il se méfie des Camerounais qui sont à l'étranger parce que vous prenez des idées là-bas qu'ils ne maîtrisent pas ici. Finalement, oui, c'est cela. C'est ça son schéma. Il se méfie. Même les boursiers. Qu'est-ce qui fait que vous prenez ici, vous êtes boursier de l'État? Arrivé là-bas, à peine on paie la première tranche. Vous êtes boursier de l'État pendant 2-3 ans. On vous abandonne. Il dit que bon, vos familles peuvent s'en occuper d'une manière, vous qui êtes là-bas. Est-ce qu'on pourra, Charles Amel, arriver à remédier à la situation parce que ces Camerounais de la diaspora ont tellement, mais alors tellement de plaintes à formuler parce qu'elles se sentent délaissées, elles se sentent abandonnées et n'ont même pas le minimum. Et quelquefois, ce qu'on nous fait miroiter n'est pas ce qu'on observe sur le terrain. Après des calculs, on a découvert que la diaspora camerounaise tourne tout autour de 12 à 15 milliards de francs CFA. En termes d'investissement. Oui. Plein de quartiers qui naissent là, ce n'est pas les Camerounais, ça vient de la diaspora. Acheter des terrains, des fermes, des immeubles. Oui. Le Mali qui se développe aujourd'hui se développe avec sa diaspora. La diaspora a une part importante. Quelqu'un m'a ramené les photos des gars qui font les cafétérias. D'une de leurs maisons au Niger. Les gars qui font ici là. Le cafétéria ici. Oui, pas le tourne, les cafétérias. J'ai vu la maison. Il dit voilà ce que le gars a conçu. Il dort ici, il fait son café là et tout. Il fait ses besoins. Regardez ce qu'il a conçu avec 3 ou 4 femmes. C'est pas n'importe quoi, Isabelle Caron. Wow. Ce n'est pas n'importe quoi. Ne simplifiez pas les toc-toc. Les Nigériens. Ne simplifiez pas les toc-toc. Ce que les gars là prennent par jour, vous ne pouvez pas savoir.
Nous avons des Camerounais qui saturent Bordeaux. Les meilleurs médecins camerounais sont à Bordeaux. Les meilleurs techniciens camerounais sont en Allemagne. Mercedes, bref, tout ce qui a comme véhicule. Siemens, c'est tout. Ils sont en Allemagne. Les meilleurs enseignants qu'on a sont en Angleterre, sont aux États-Unis. Le Cameroun profite de quoi? Rien. Premier point. Vous avez certains qui, par leurs propres moyens, se battent. Si on m'avait dit qu'il y avait un Camerounais au Soudan, j'aurais insulté la personne. Mais il a fallu qu'il y ait la guerre au Soudan pour qu'on découvre qu'il y a plein de Camerounais au Soudan. Oui. Au Soudan. Il y a plein de Camerounais au Soudan. Ça ne date pas de ça. J'en connais un, il est un papa aujourd'hui. Un jour, le Soudan avait un président qu'on appelait Gafar el-Nimeri. Son fils vient à midi, il dit, mais qu'il dit que le Camerounais, il appelle Aïdjo. Il dit, mais je suis ici avec ton compatriote. Il dit, bon, parce que moi, ils ont causé. Aïdjo lui dit, après tes études, il faudra venir me voir. Quand il est venu ingénieur son état, Aïdjo l'a intégré. Donc, non, je ne dis pas non. Je suis... Ils ont compris. Oui, non, mais je dis qu'il n'existe pas un coin où vous ne trouverez pas des Camerounais et avec de très bons profils aussi. De très bons profils. De très bons profils. Lorsque les gars se retrouvent en situation de crise et qu'ils alertent l'ambassade, nous voici, nous sommes au nombre de 100, 200, 1000. On veut fuir. Aménagez-nous un corridor. Négociez-nous un corridor. Dans la crise au Soudan, il y a des Camerounais qui m'ont écrit qu'ils ont profité derrière les Tanzaniens. Mais oui, ils ont profité parce qu'ils se rendaient compte que le Cameroun n'allait pas réagir. En Inde, ils ont fait comme ça en Inde. Beaucoup de Camerounais pour rentrer. Avec l'argent, il fallait même qu'on a fait un avion, eux ils allaient payer. Oui, même en Inde. En Inde, ils allaient payer. C'est grave. Beaucoup de Camerounais pour venir au Cameroun passent par la Côte d'Ivoire, passent par le Mali, passent par le Nigeria. Pourquoi? Parce que les gars savent dehors que à qui mieux. Si je peux être tchadien, il devient tchadien. Je peux être ivoirien, il devient ivoirien. Je peux être malien, il devient malien. Le gouvernement a des lignes. Il y a des lignes prévues, ils le savent, pour secourir les Camerounais en danger. Cette ligne-là sert à quoi, maman? Cette ligne sert à quoi? Une ligne qui a plusieurs milliards de francs CFA. Plusieurs milliards de francs CFA. C'est une haute instruction. Haute instruction vaut quoi par rapport à la vie des Camerounais? Non, demandez donc celui qui prend des instructions d'être... Mais le chiffre devait mettre un indice pour pouvoir faire frissonner ces personnes parce que c'est un nombre important qu'on a de l'autre côté. Et quand vous les voyez vivre dans ce genre de conditions, mais au moins, regardez ce que les filles qui étaient au Koweït ont subi. Non, t'as dit que c'est... Regardez ce que les filles qui étaient au Koweït ont subi. Une atrocité sans Il a fallu que des chaînes françaises reprennent des reportages pour qu'on dise non, oui, bon, le chef de l'État n'aime pas qu'on mal parle du Cameroun dehors. Des mesures ont été prises, mais c'est pas le dehors qui va nous faire bouger. Pensez à ces Camerounais de la diaspora, ils ont énormément besoin de vous, que vous fassiez, que vous mettiez le minimum. Moi, je dis toujours, le minimum, c'est même pas question de leur offrir tout ce dont ils ont besoin, mais le strict minimum, qu'ils soient au moins à l'abri de toutes ces intempéries, parce que c'est pas chose évidente.